Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur le grand rendez-vous pour ne rien rater du débat. Ici, comme vous le savez, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités au sommaire dès mardi. Nous entamons la seconde quinzaine du mois d'octobre. Regard tourné vers l'Assemblée nationale pour rester collé à l'actualité prochaine de la session budgétaire qui va s'ouvrir bientôt et pour 3 mois. Grand angle sur l'activité parlementaire pour le développement et le bien-être des populations élues pour siéger. Nos députés ont pour mission d'examiner, de voter des lois et de contrôler l'action du gouvernement. Le faisant, ils agissent comme intermédiaires entre les citoyens et l'administration publique. Alors des questions, que proposent-ils pour sauvegarder les intérêts des populations? Qu'en est-il de leur rapport avec ces dernières? Avec le projet de loi des finances gestion 2025 en gestation, les grandes lignes et les débats en plénière vont-ils réussir à satisfaire les attentes des citoyens? Le grand rendez-vous lance le débat. À suivre dans un instant notre éditorialiste, sa réflexion sur les initiatives parlementaires pour le développement au bien-être des populations fait écho d'un certain nombre de constats. Des aspects abordés, les analyses du grand rendez-vous donneront leur point de vue. Et juste après, en toute franchise, reçoit un élu de la législature en cours pour nous dire comment il vit son expérience parlementaire à l'ère des réformes, ses rapports avec ses mandants et les préoccupations qui sont celles des populations. Kolawole Djima Ogbon est député, membre du parti Les Démocrates. Son grand oral dans la 3e demi-heure de ce grand rendez-vous. Bienvenue à tous. Ici, le point de vue de chacun compte ça. Vous le savez, la parole sera donnée à nos analystes dans un instant. Ahmed Picardi, bonsoir. Bonsoir Christian Dondegan, bonsoir aux amis téléspectateurs. Voilà, fidèle au rendez-vous, vous êtes analyste, acteur de la société civile. Merci de répondre présent à notre invitation. Bonsoir à vous, Souvi Henri Yambodé. Bonsoir Christian, bonsoir à tous les téléspectateurs du grand rendez-vous et merci de nous associer donc à ce plateau de décryptage. Voilà, et au débat citoyen. Vous êtes journaliste, vous venez de Radio Tado FM. Bonsoir Gabin Goubi. Bonsoir Christian, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci d'être là. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef du quotidien Le Matinal. Et puis notre éditorialiste, analyste politique Omar Salouf. Bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Bienvenue. Aujourd'hui, vous nous plongez dans le monde des parlementaires. On va parler donc de ce qu'ils apportent au développement du pays. Oui Christian, élus dans chacune des 24 circonscriptions électorales que compte le Bénin, les députés ont pour rôle de déposer des propositions de loi, proposer des amendements pour modifier les textes examinés et contrôler l'action du gouvernement. Ils sont ainsi sous le manteau de représentants du peuple dont ils défendent les intérêts et portent la voix et les aspirations. À travers les votes de loi et les questions au gouvernement, le député attire l'attention de l'exécutif sur des sujets d'intérêt commun qui garantissent aux citoyens un mieux-être. Le Bénin est à sa 9e législature depuis l'ère du renouveau démocratique. Dans l'actuelle Assemblée nationale, quel est l'apport de chaque élu pour une plus-value subséquente à la vie du Béninois? Que proposent nos députés pour sauvegarder les intérêts des populations? En rivalisant d'ardeur et de propositions, nos 109 parlementaires se doivent de saisir l'opportunité de chaque session pour contribuer activement à l'enrichissement du cadre législatif en vigueur. Justement, en dehors des projets de loi émanant du gouvernement, le peuple attend de ses élus, toutes tendances politiques confondues, des propositions de loi qui portent les germes de l'épanouissement commun. Entre pouvoir exécutif et législatif, il est constamment attendu une collaboration objective qui met l'intérêt général au-dessus de tout, plutôt que des connivences vicieuses qui mettent à mal le progrès.
en amont, le député pris individuellement avant d'être la langue du peuple doit être l'oreille attentive d'écoute permanente. Voilà, c'était donc la réflexion de l'éditorialiste pour nous installer dans nos discussions à partir de cet instant. Oui, les parlementaires, oui, le député, oui, le développement, oui, le bien-être des populations. On le situe où? Eh bien, c'est, on peut dire, l'enfant pauvre des obligations ou de la mission même du parlementaire. C'est vrai qu'il faut déjà nuancer à l'entendre parce qu'on a tendance à jeter ou à mettre de grandes attentes sur le parlementaire qui, malheureusement, n'est pas dans le pouvoir exécutif. Vous savez, nous sommes dans un régime où les pouvoirs sont indépendants les uns des autres. Donc, le député a pour mission, comme l'a rappelé le chroniqueur, de proposer, de faire des propositions de loi, d'amender ce qui existe déjà, donc l'existant, et de veiller au contrôle de l'action du gouvernement. Donc le député n'a pas prérogative à exécuter, il n'a pas les manettes pour implémenter ou décliner la politique de l'État. Donc s'il devrait agir pour le bien-être des populations de ses mandants, il doit passer forcément par le mécanisme des attributions que lui confère la Constitution, à savoir influencer ou prendre des initiatives de loi qui pourraient amener, bien entendu, l'exécutif à œuvrer au profit, enfin, pour le bonheur des populations. Donc, lors des campagnes, j'entends certains candidats à l'élection, aux élections législatives, promettre monts et vallées aux populations. Moi, j'en souris parce qu'on surfe un peu sur l'ignorance de nos populations, donc des masses laborieuses pour faire des promesses mirobolantes alors même qu'on est incapable. La loi ne vous donne même pas les manières d'agir. Donc si par exemple une population est en attente d'un forage pour régler peut-être la question de l'eau, eh bien le député va peut-être jouer sur ses relations ou sur sa diplomatie. Oui, ça peut venir d'une initiative personnelle. Mettre la main à la poche. On ne peut pas demander cela aux députés tout le temps. Parce que quelqu'un qui est par exemple de la 6e circonscription électorale, qui répond donc des populations d'Abomey, Calavi-Soie, Vazay et autres, ce n'est pas évident qu'il ait de l'argent pour régler individuellement les problèmes des communautés à la base. Maintenant, ce qu'on leur demande, c'est de veiller à ce que, de par les attributions constitutionnelles qui leur sont conférées, qu'ils travaillent véritablement à montrer qu'ils prennent à cœur les préoccupations, bien les préoccupations, les questions qui minent le développement de leurs administrés et qu'ils influencent, qu'ils fassent des propositions de loi objectives qui puissent parvenir, n'est-ce pas, à améliorer leurs conditions. La question de l'éditorialiste mérite-t-elle d'être posée Ahmed Picardi? Que proposent nos députés pour sauvegarder les intérêts des populations? Les populations ont-elles des intérêts? Et comment les sauvegarder? Et que proposent les députés? Je pense que les intérêts des populations sont les intérêts les plus légitimes dans une république comme la nôtre. Maintenant, est-ce que les députés prennent en compte nos intérêts parce que nous faisons partie de ces populations? Je peux dire, comme l'a dit tout à l'heure Gabin, les députés ont beaucoup plus une charge législative qu'une charge d'exécution. Mais je ne dédouane pas les députés pour autant, puisque pour moi, pour ma petite gouverne, la force du développement se trouve dans la loi. Il n'y a pas de développement vrai sans un corpus législatif fort. Or que, nous le savons très bien, la loi, aujourd'hui, en République du Bénin, elle est d'abord du domaine du député. Maintenant, est-ce que le député béninois actuel, sous la 9e législature, prend en compte les attentes des populations? Je suis encore sur ma soif et encore sur ma faim aussi. Pourquoi? Cette législature est une législature de laquelle attendent beaucoup les populations. Nous avons eu, malheureusement, pendant la 8e législature, une législature, je dirais, unicolore, où le débat parlementaire n'était pas fait. Nous avons aujourd'hui, je dirais, une législature, une Assemblée nationale qui n'est plus, je dirais, à teinture unique. Et on sent quand même une certaine diversité. On a les démocrates qui sont là. Et donc cette législature devait pouvoir prendre mieux en compte nos attentes. Il y a eu un certain nombre de lois qui ont été adoptées. Il faut le dire, sous les anciennes législatures, notamment la 8e législature, c'est des lois par exemple concernant l'embauche, qui constitue une loi encore qui ne prend pas véritablement en compte l'intérêt
intrinsèque de l'individu, du travailleur béninois. C'est un fait. Et tous les Béninois, aussi bien travailleurs qu'employés, employeurs comme employés, nous le savons. Dans nos cœurs, nous savons que la loi sur l'embauche est une loi qui n'est pas, je dirais, une loi qui avantage le petit employeur que je suis. Est-ce que le député sous la 9e législature, avec la diversité que nous avons, a déjà depuis quelques mois, quelques années qu'ils ont pris poste, est-ce qu'ils sont revenus sur ce fait? Je ne pense pas. Penser aux intérêts des populations, c'est aussi la question sur la loi, je dirais, sur le numérique. Puisque nos intérêts, ce sont les lois d'abord. La loi sur le numérique est une loi, véritablement, elle a raison d'être, mais elle a besoin d'être revue, d'être toilettée. Parce qu'à un moment donné, on se demande si nous ne sommes pas, je dirais, dans le corpus législatif poutinien, excusez-moi du terme, concernant ce qui est de la répression, ce qui est de la peur par rapport au numérique. Est-ce que les députés en ont fait cas depuis qu'ils ont pris, je dirais, poste? Je ne crois pas. Penser aux questions du développement des populations, c'est aussi les faits que nous vivons tous les jours. Par exemple, je prends un exemple banal. Est-ce que dans les questions orales au gouvernement, est-ce que les conditions de vie, telles que par exemple des travailleurs qui sont à la zone industrielle de Boulidjimé, sont les questions qui sont prises en compte? Je ne le sens pas assez. Je vois les députés de tous bords beaucoup plus dans les conditionnements plus politiques. Parler du code électoral tout le temps ou encore chercher à réviser la constitution béninoise pour leurs intérêts. Pour ce qui touche à la société, directement, ce qui touche à ma grand-mère, je ne le sens pas sur ce terrain-là. Le travail parlementaire se résume à la représentativité, ça on le rappelle, au vote des lois, à l'examen au vote des lois et puis au contrôle de l'action gouvernementale. Mais quand on regarde un peu le fonctionnement de nos différentes législatures, est-ce qu'on ne sent pas qu'il y a beaucoup plus, qu'on est beaucoup plus orienté vers les projets de loi plutôt que les propositions de loi, pour parler un peu des lois qui sont votées, et est-ce que ces lois vont à l'avantage des populations et à leur bien-être? Oui, merci beaucoup Christian de l'évoquer, mais il faut déjà revenir en arrière pour parler donc du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Quand vous prenez donc l'Assemblée nationale qui fonctionne donc avec des commissions également, des commissions permanentes, il y a des commissions qui s'occupent, il y a une commission qui s'occupe de l'éducation, des affaires sociales, de l'éducation. Donc il y a que quelque part, il y a une tabelle qui est accordée donc, qui donne possibilité donc aux parlementaires d'avoir un regard sur les affaires sociales, par exemple sur l'éducation, qui rentre dans ce qu'on peut appeler les lignes de développement d'une nation. Maintenant, quand vous parlez donc de propositions de loi, très souvent, nous avons tendance à recenser ces lois-là et c'est des initiatives donc, qui émanent bien évidemment des groupes. Aujourd'hui, quand on prend l'Assemblée nationale, la nouvelle législature, en fait, il y a trois groupes parlementaires. Il y a BR, UP et les démocrates. Et donc, les députés aujourd'hui qui sont là, vous allez vous demander, est-ce qu'ils prennent des initiatives pour qu'on assiste à des projets de loi, mais plutôt à des propositions de loi. À des propositions de loi. Non, plutôt on est accroché donc au bureau directeur, bureau politique de l'information politique, qui ont tendance à proposer donc à faire ces propositions de loi. Il y a aussi que très souvent les initiatives proviennent du gouvernement, et donc quand vous voyez, quand le gouvernement donc, veut mener donc une réforme, les lois, les projets de loi viennent du gouvernement. Et les députés donc n'ont pas cette main libre, je dirais, aujourd'hui, pour proposer. Pour proposer, il faut d'abord passer par le bureau politique pour tomber donc sur la table des députés. Donc, je vous dis peut-être que nous n'avons pas encore des députés qui sont résolument engagés dans l'action politique pour arriver donc à faire les projets de loi. Voilà. Alors, vous dites que les propositions de loi portent des germes d'un plein épanouissement commun des citoyens. C'est ça qui fait défaut à nos députés, et est-ce que c'est ça qui porte entorse au bien-être des populations? Oui, et Christian, vous savez,
au Bénin, il y a une certaine conscience populaire qui pense que le député élu, une fois élu, ça l'est garanti pendant 4 ans, désormais 5 ans. Un citoyen qui a cette conscience-là, une fois élu député, ne fera que suivre la tendance, voter la loi selon la tendance imposée par le parti politique, sous la bannière sous laquelle il est allé au pouvoir, et puis ça s'arrête là. L'information manque parfois à plusieurs niveaux. Est-ce que le député même sait qu'il a beaucoup à faire en tant que député? J'ai entendu Gabin dire que les manœuvres du député sont limitées, c'est vrai. Mais en termes de propositions, depuis que la 9e législature est mise en place, qu'est-ce qui a été fait de façon véritable pour impacter les populations? La question va revenir beaucoup plus tout le temps. N'oublie pas que c'est un mandat de transition. C'est un mandat de transition, mais on a orienté vers les réformes pour véritablement asseoir. Les projets de loi ont pris le dessus, les propositions de loi n'existent pas. Ça fait que on se demande si l'institution a toujours sa raison d'être, excusez le thème. Parce que quand c'est l'exécutif qui doit envoyer la loi pour qu'on débatte, que bon, les pour ou contre soient dits et que ça passe, il n'y a pas la vivacité démocratique en fait. Et donc, ça nous met dans une posture où on se demande si les députés eux-mêmes comprennent le sens de leur mission, comprennent qu'ils doivent être une oreille avant d'être la langue qui porte la voix du peuple. Alors, quand vous parlez, vous avez rappelé tout à l'heure la loi sur l'embauche, je pense que c'est la 7e législature qui l'a adoptée. Il y a quand même beaucoup de lois qui sont allées à l'avantage des populations ces dernières années. Si je prends l'exemple de la loi sur le bail à usage d'habitation, qui est venu changer beaucoup de choses au profit des locataires. Je pense que l'une des lois qui sont à saluer, dans notre République actuelle, il y a cette loi-là, qui est je dirais une loi qui a du cœur, Mais nous parlons actuellement de la législature de la 9e. Est-ce que les propositions de loi, s'il y en a, s'il n'y en a pas, est-ce que les prochaines propositions de loi, en cours peut-être, ont la mesure, je dirais, du social, ont la mesure, je dirais, du communautaire, ont la mesure de l'intérêt du citoyen béninois. La loi dont vous venez de parler, vous venez de faire cas tout à l'heure, la loi sur le bail, c'est une loi qui a été applaudie par toutes les parties, aussi bien, je dirais, le plus riche que le plus pauvre des Béninois, parce que c'est une loi qui nous touche dans notre vie de tous les jours, dans notre vécu de tous les jours. C'est une belle loi, mais je pense qu'on ne peut pas se satisfaire d'une seule loi qui concerne le vécu quotidien du Béninois. Nous avons beaucoup d'autres paramètres de notre vie, de notre vécu quotidien qui n'ont pas et qui ne sont pas encore pris en compte et qui doivent être pris en compte dans les, je dirais, dans les propositions. Pourquoi est-ce que nous nous plaignons de manque de propositions de loi, mais beaucoup plus de projets de loi? On a l'impression que les députés, même si c'est, je dirais, c'est un parlement de transition, cette législature la 9e est beaucoup plus attentive. C'est comme si les débats qui intéressent beaucoup plus, je dirais, nos dès maintenant, c'est beaucoup plus les questions politiques. Mais justement, les questions politiques sont liées les questions politiques, à la période que nous traversons avec les réformes. Mais nous vivons depuis quelques années. Nous vivons toujours en tant que citoyens. Nous avons nos problèmes. C'est vrai, le député n'est pas l'exécutant, mais le député engage le cadre législatif qui permet, je dirais, à l'exécutant d'avoir la facilité de main dans l'option de rendre la vie beaucoup plus facile pour les populations. Et la loi, et je le répète, la loi est l'épine dorsale, c'est la colonne vertébrale, voilà, une colonne vertébrale, la colonne vertébrale du vivre ensemble. Et
aujourd'hui, moi je suis convaincu que nos députés actuels ne sont pas encore dans cette logique-là. Et pour dire qu'ils sont déconnectés. Et ils attendent. Je me suis dit à un moment donné que, bon, vous savez, dans cette législature, il y a beaucoup de nouveaux députés. Oui. Donc je me suis dit peut-être qu'ils attendaient une période d'acclimatisation. Mais à la fin, je me rends compte que, en fait, c'est même pas cela. On a tendance à croire qu'il faut aller à l'Assemblée nationale pour lever la main s'il le faut, ou baisser la main. Le mode de fonctionnement a changé entre-temps, avec ce qu'imposent les partis, les formations politiques. Vous voyez le filtre, comment le fonctionnement. Je pense qu'il ne faut pas forcément faire le procès à la législature. Vous savez, les lois, il y a beaucoup de secteurs aujourd'hui qui plus ou moins sont régis par des lois. C'est vrai qu'on a connu de par le passé des assemblées nationales ou des législatures qui ont été assez prolifiques en termes de production législative, et notamment la 7e et la 8e législature, qui ont été des parlements où on a connu quand même le vote ou l'adoption d'une floraison de lois pour une raison ou pour une autre. Et aujourd'hui, je me dis, il y a peu de secteurs dans lesquels il y a véritablement un besoin d'initiatives de loi, parce qu'il y a également, ce qu'on oublie, il n'y a que des décrets qui sont pris par le gouvernement règlent déjà beaucoup de secteurs qui sont liés même au bien-être des populations, à l'existence et tout. Et déjà, si l'on s'en tient aux statistiques, pour ce qui est de la 9e législature, si je me réfère, je fais un regard vers le passé pour me référer au discours prononcé, n'est-ce pas, par le président de l'institution parlementaire lors de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année, c'était le 15 avril dernier, 2024, il disait qu'il y a eu 26 lois qui sont votées depuis que cette législature a été installée, le 12 février 2023, vous vous rappelez, 26 lois déjà votées, même si parmi ces lois-là, le nombre de propositions de loi est quand même laisse à désirer. On peut quand même dire qu'il y a des débats au niveau du Parlement. Parce que, ne l'oublions pas, à la différence de l'ancienne législature, celle qu'on a connue, la 8e législature notamment, et Picardie l'a rappelé, il y a quand même une certaine vitalité au niveau du débat parlementaire aujourd'hui. On sent que l'opposition donne de la voix, quoique les rapports de force au niveau de l'Assemblée ne soient pas en sa faveur. On voit quand même une opposition qui fait bouger les lignes, qui veut véritablement contrôler l'action du gouvernement. Et là, sur le second pan de la mission du parlementaire à travers le contrôle, à savoir le contrôle de l'action gouvernementale, il y a tout au moins plus de soixantaine de questions orales ou écrites qui sont posées au gouvernement et qui appellent des minutes des explications. Et vous voyez que les débats sont plus ou moins virulents et on sent quand même qu'il y a une minorité parlementaire qui fait bouger le musique. Par rapport à l'animation de la vie parlementaire, je trouve que ce Parlement-là, quand même, en termes d'animation, même en termes d'implémentation même de la politique, eh bien, il y a quelque chose qui se fait. C'est vrai qu'on a comme impression qu'on est beaucoup plus... Je sens c'est vrai qu'on a comme impression qu'on semble donner plus la priorité à ce qui vient à ce qui est politique, à ce qui est chose là. N'oublions pas, l'Assemblée est d'abord le laboratoire, l'Assemblée nationale est le laboratoire de la politique. C'est la sphère où se cuisinent les stratégies, les grands débats politiques. Eh bien, nous n'en voudrons pas de politique. Vous avez la priorité. Je prends Gabin au mot et je dis ceci dans l'un des articles parus, je dirais, sur un des médias. Il était dit que 86% de participation de nos parlementaires, en fait, le taux de participation des députés aux séances était à 86%. Oui. Pour comprendre le comportement politique, il faut comprendre aussi le comportement en termes de quantité. Nous parlons de plus, nos discussions en termes de qualité. Mais là, au niveau de la quantité, lorsque on vous dit que pendant une certaine période, il y a eu 86% de participation aux séances à l'Assemblée nationale, les députés, ils sont faits pour quoi? Pour voter des lois, pour participer
participer au vote. Il y a le mécanisme de procuration, vous pouvez faire porter votre opinion par un collègue. Absolument, chose à ne même pas encourager, parce que nous disons quoi? Nous disons, nous voulons le débat. On ne fait pas le débat avec des procurations. On fait le débat, vous êtes là, je suis là. Imaginez que vous êtes chez vous à la maison et que moi je sois là, ou que je sois à la maison, que vous êtes ici, on ne pourrait pas faire le débat. Vous savez, le débat législatif, c'est paramètres. Les groupes parlementaires s'organisent. Vous savez même qu'il n'y a pas. C'est pas que les députés ne prennent pas la parole là-bas. Oui, ça c'est structuré, c'est organisé au niveau des groupes parlementaires. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que déjà, en amont, tout le débat a été fait avec l'ensemble des députés? Le Parlement a sa pratique. Vous voyez que quand un sujet va là-bas, ou une proposition, un projet de loi, je ne sais pas, il y a d'abord les débats qui se mènent au niveau des commissions. Justement, les commissions fournissent les rapports. Vous n'avez pas à forcément dire en plénière ce que vous avez dit en commission. Donc le débat au niveau de la plénière, c'est que la majeure partie du travail a été fait en amont. Si vous êtes la voix du député, c'est la partie capable de tenir le débat, votre parti ne vous empêcherait pas de parler à l'Assemblée nationale. Oui, vous avez toute cette organisation-là, oui. c'est pour simplement dire que c'est pour voiler des choses en fait. C'est pour voiler peut-être... Vous demandez aux députés de l'Assemblée d'opiner sur une question. Ça va. Seulement il y aura de la redondance, de la répétition dans les... Je reviens sur le fait que j'ai évoqué au début. Pour une certaine conscience, il faut aller à l'Assemblée nationale, avoir le titre et puis profiter des avantages et tout. Mais les initiatives parlementaires, ça manque. Les députés, il y a beaucoup de députés qui ne savent pas qu'il faut prendre des initiatives. Oui, quelle initiative par exemple? Qu'il faut, au vu de ce qu'on a écouté, de ce qu'on a vécu en tant que citoyen avant d'être député, il faut faire des propositions de loi pour régler tel ou tel autre problème. Oui. Ça fait un. Deuxième chose, quand les projets de loi viennent, il faut amender, il faut faire le débat. En tant que député, au vu de ce que vit ma communauté, ma circonscription électorale, je dois pouvoir faire le débat, faire les amendements pour que ça prenne en compte les attentes de ma population, de mes mandats. Est-ce que ce débat est fait par tous les députés? Quand vous dites que ils ont quand même rappelé le fonctionnement du parti et des formations politiques. Oui, je dis l'Assemblée nationale, la discipline au niveau des différents groupes parlementaires, le mode de fonctionnement de chaque groupe parlementaire. Je suis d'accord. Je prends l'exemple de député Sadou qui avait proposé mais c'est pas parce que tu es député qu'il faut avoir donc une oreille attentive et porter les propositions. Mais il y a aussi que il ne faut pas faire toutes les propositions. Non, parce qu'il faut faire des propositions. Qu'il faut un grand pour faire passer donc votre proposition. Pour faire passer donc votre proposition. Parce que c'est la politique. Et donc, oui, si on va se tenir à ce que Ahmed a dit, on doit une fondation de loi dans la République, on ne peut pas tout régler. La loi ne va pas tout régler. Justement, des députés. Moi, je pense que par rapport à ça, on a même le mécanisme des questions d'actualité. Et là, je tiens à tirer un coup de chapeau aux démocrates, quoi qu'étant minoritaires. Ils nous permettent aujourd'hui, il n'y a pas ce sujet-là sur lequel ils n'interpellent pas le gouvernement. Même par rapport à l'affaire Rouvi, j'apprends même que par rapport à l'interpellation de Olivier Boko, il y a des questions qui sont en attente. Et ça permet véritablement au gouvernement de venir expliquer la philosophie qui a guidé ses options dans tel ou tel aspect, parce qu'il y a tel sujet, même par rapport à David policier, vous avez suivi comment est-ce que le ministre de l'Intérieur est allé, et il a donné les raisons, il a tenté de convaincre les députés, et ça donne toujours bien des recommandations, parce que les députés estiment qu'il aurait fallu qu'on passe par tel aspect. L'inquiétude de Omar, c'est de savoir, toutes ces initiatives-là, est-ce que ça a un impact, ça impacte les populations? Bon, ça là, aux citoyens d'avoir donc la vraie information. Parce que quand le ministre vient pour s'expliquer, ça permet donc à la population de se faire une idée de comment ça s'est passé.
D'accord, si il prend bavure policier par exemple. Maintenant, la question de dialyser. Oui, question de dialyser. Voilà, donc ça a forcément d'impact sur les citoyens, sur les militants. Non, impact en termes, ils sont informés, c'est tout. Ils sont informés. Par exemple, la question de dialyser, ça a permis de changer la politique dans la société. Et non seulement ça, vous savez que pour l'infraction liée au code de contravention, il y avait un montant qui était défini. Donc les députés ça a été revu. Et tout ça, je pense que c'est la contribution. Moi, je prends ça comme la contribution des députés au bien-être et à l'amélioration des conditions de la contribution. Mais elle est infime par rapport à ce que nous attendons des députés. Et surtout quand je mets dans la balance projet de loi et proposition de loi, c'est trop déséquilibré. C'est pourquoi j'invite les députés, c'est pourquoi, excuse-moi, c'est pourquoi j'invite les députés à faire beaucoup plus de propositions. Ce n'est pas des propositions à tout va, non, mais avec les partis politiques dont ils sont représentants, que le débat se fait au sein des partis et que des propositions viennent. Pour qu'on n'attende pas que des projets pour faire le débat. Je souhaiterais que les propositions viennent, bien sûr, des formations politiques. Ah ben, on dit la même chose. On dit la même chose. Si je suis député d'un parti politique et que dans mon parti politique, je fais la proposition, qu'on fait le débat et que ça passe, c'est le parti politique, mais il faut un député pour porter la proposition. Voilà. Je dis ceci. Nous voulons la même chose, mais nous le disons autrement. Mais il y a une chose sur laquelle nous devons nous entendre. C'est laquelle? C'est le fait que, en toute chose, lorsqu'on n'a pas d'idée, lorsqu'on n'a plus d'inspiration, au moins, on peut s'entendre sur ce qui ne va pas dans ce que nous avions comme loi. Nous avons ce qui existe. Et tout à l'heure, d'abord disait, on ne peut pas légiférer à tout va, c'est vrai. Mais la société, je dirais, la loi, c'est un peu le reflet du comportement de notre vécu de tous les jours. Une loi peut être votée aujourd'hui pour dire, écoutez, on ne porte plus de chemise rouge en République. Et puis demain, une autre loi peut venir, non, on peut bien porter le rouge parce que les comportements sociaux ont changé. C'est pour ça que la loi peut s'améliorer. La loi peut s'améliorer. Moi, je suis consterné lorsque, je dirais, depuis que nous avions cette Assemblée nationale, la 9e législature, je suis consterné de voir un parti tel que les démocrates. Je ne vais pas jeter à boulet rouge la pierre à quelqu'un, mais je suis consterné de voir que les démocrates n'ont pas fait de proposition de loi demandant, par exemple, de revoir les questions sur l'embauche. Vous, ça ne vous étonne pas, ça ne vous dit rien. Pour un parti politique qui étant encore de l'opposition et n'étant pas à l'Assemblée nationale, a fait feu de tout bois pour dire non, ce test-là non, ce test-là non, ce test-là non. Et aujourd'hui, après tous ces mois de siège de la minorité, tu t'as compris. C'est la proposition d'avoir un lobby derrière pour passer ça. Ça nous arrive de faire la proposition. S'il avait fait la proposition, il n'aurait pas dit ce qu'il dit actuellement. Non, parce que pour la proposition, il y a beaucoup de propositions. Il y a beaucoup de propositions. Je n'ai pas donc la liste exhaustive en tête, mais je sais qu'il y a beaucoup de propositions qui émanent des députés donc démocrates. Voilà. Bon, c'est pas si là sur l'embauche, je ne sais pas. Mais il y a des propositions. Des initiatives. Parce que tel qu'on a vu le parti les démocrates bouillonnant avant la législature. Le rapport des forces à l'Assemblée. La Constitution fait aujourd'hui que, quel que soit ce qui va venir en termes de proposition de loi, il y aura du ils ont affiché leur position. Ils se sont inscrits dans un tout ce qui vient de la mouvance, ce qui n'est pas impossible que les arrêtent du tout. Et vous verrez tout ce qui vient. Ils sont allés jusqu'à une fois rejeter même le but
budget de l'Assemblée nationale. Le propre budget qui va permettre à l'Assemblée de fonctionner. Il y a des décisions, il y a des postures que moi je ne comprends pas du tout. Sur même des questions données, l'opposition peut réussir à s'allier avec les députés de la majorité pour faire passer. Maintenant, puisqu'ils sont dans une posture de bon, tout ce qui vient de là-bas, nous, on vote contre, ça ne va pas passer tout le temps. Donc il y a ce complexe-là qui fait que même en ayant l'idée, il faut lever, il faut passer. Par rapport à cette législature, moi, ce qui me désole, et ça c'est vraiment grand, les députés n'ont plus ce réflexe d'aller rencontrer la population. C'est totalement désolant. Aujourd'hui, la pratique est en train de disparaître et on se réfugie derrière les tournées ou ce que le gouvernement organise comme révision de comptes là. Et c'est là que les députés vont parler à leur mandat. Ça n'a pas de sens. Sur ce point encore, ce n'est pas après avoir voté la loi qu'il faut aller voir les population. C'est un aspect en fait. Avant la loi, normalement, dans un pays qui on va consulter la base. Là encore, c'est discutable. Là encore, nous sommes dans une démocratie représentative. Nous venons en une démocratie représentative. Quelque part, nous avons légué nos pouvoirs à des mandats des élus qui nous représentent là-bas. On les appelle élus du peuple. Donc ils parlent à notre nom, qu'on le veuille ou non. Donc étant donné qu'ils sont là pour parler au nom de la population, ils n'ont pas besoin de nous consulter pour prendre des décisions. Je vois certains beaucoup plus sur l'ignorance des populations. C'est pas l'ignorance. Oui. J'aimerais bien savoir, vous donnez un satisfecit total là. On est dans un cadre. Il y a des principes qui sont établis. Je ne peux pas me satisfaire de ce qui se fait là-bas. Je fais le constat. Nous avons besoin de députés qui pensent aux intérêts des populations. Les députés, ils sont pour des questions politiques, certes, on ne peut pas le dénier, mais les députés sont là-bas aussi pour nos intérêts, nous, population. Mais on se rend compte que pour les questions politiques, les députés sont très forts. Nos députés sont très forts. Mais pour les questions sociales, les questions, je dirais, d'économie à la base, les questions de... J'avais abordé un aspect du sujet tout à l'heure. On va lui permettre d'évoluer. La reddition de comptes. La reddition de comptes, je pense que c'est un aspect sur lequel les députés sont quasiment invisibles. On ne les voit pas. Vous avez été élu par des milliers de compatriotes qui ont placé en vous leur confiance. Je pense que le moindre retour qu'on peut leur faire, à défaut, n'est-ce pas, de satisfaire pleinement leurs besoins, c'est d'aller leur dire, mais vous voyez que je suis là-bas, c'est ce que je fais. Quelques-uns seulement, quelques députés seulement, ça doit résister, y compris de la mouvance comme de l'opposition. Moi, je pense que ce n'est pas comme ça qu'il faut animer. C'est une pratique qui existait avant. On voit les députés véritablement aller sur le terrain, rencontrer au mandat. Combien l'ont fait depuis que cette législature est installée? Ça fera bientôt 2 ans. L'autre chose, les commissions, comment ils appellent ça? Les commissions qu'ils font. Les commissions d'enquête parlementaires, les commissions parlementaires, ça n'existe pas. On a parlé d'une commission pour aller parler du truc de CNCB. Je ne sais pas si jamais on est venu rencontrer la population. Donc il y a ces aspects-là qui manquent parce que ça fait partie des aspects de contrôle de l'action gouvernementale. Il ne suffit pas de poser des questions d'actualité au gouvernement, d'amener les ministres à venir s'expliquer. Il faut également sur des dossiers donner que les députés fassent l'enquête pour pouvoir confronter peut-être leurs résultats avec ceux du gouvernement et pour qu'on puisse se faire une idée. Henri, la reddition de comptes, quelle est la plus-value pour les populations? Non, ça permet aux populations donc, de comprendre un certain nombre de choses. Si on prend certaines lois, ça permet donc aux populations de comprendre telle loi. Voici, si je prends la loi donc, sur le bail, il y a des articles qui sont restés inconnus des populations. Mais si entre-temps, le député donc était descendu pour aller rencontrer les mandants, leur expliquer, voici ce qu'il faut faire désormais, ça leur permet donc de mieux comprendre. Donc, comme le dit Gabin, il faut le faire. Il faut, là où je souris est que j'ai vu, je vais taire les noms, un député qui demande, un jour qui dit, ah, c'est un loi qui a voté. Le député qui a voté revient. Le député vient poser la question, dans l'application, se poser la question, ah, c'est la loi que j'ai.
C'est pour dire ceci. C'est pour dire ceci. Il faut un sérieux parlementaire. Le sérieux parlementaire réside dans l'intérêt pour, je dirais, la cause des populations. Tout à l'heure, d'abord, on parlait de reddition de comptes et d'enquête et autres. Mais cela, en fait, ces questions ne devraient pas, normalement, de façon logique, venir sur un plateau de télé parce que c'est dans leurs attributions, dans leurs prérogatives. C'est-à-dire que, disons la vérité, et là, Zoa, Kandia, et on ne peut pas dire. Ce qu'on dit ne manque pas de pertinence. Il faut jouer désormais sur le profil. Parce qu'il ne faut pas avoir n'importe qui là-bas. C'est vrai, moi j'ai été. Vous savez, moi j'ai vu dans la foulée des réformes de la promotion des femmes qui doivent avoir un quota à l'Assemblée nationale, on a envoyé. Écoutez. Il faut être désormais. La formation aussi. Non, le parti politique ne manque pas de militants sérieux ou compétents pour faire le travail. Il faut agir sur ça. D'abord, parlant de profil, si tu es député, même si tu es analphabète, il faut te faire entourer de gens capables de t'éclairer au fur et à mesure. Les cabinets, est-ce que les cabinets fonctionnent? Est-ce que les cabinets sont pourvus de gens capables de les mettre sur la voie pour leur éviter par exemple de venir poser la question. Parfois les redditions de comptes se transforment en meeting politique. Parlons des redditions de comptes. Je reviens sur le principe qu'il faut en amont consulter les populations, la base, pendant l'élaboration. Dès qu'on a l'idée d'une loi, il faut les écouter, prendre en compte leurs aspirations, intégrer dans la loi. C'est plutôt le contraire. C'est leurs expériences en les écoutant qu'on peut prendre des initiatives. Une fois que tout ça est pris en compte et que la loi est votée, il faut maintenant revenir une seconde fois les voir pour dire vous avez parlé de telle chose, vous avez parlé de telle autre chose, nous avons pris en compte, nous avons voté une loi, voici ce que la teneur de la loi. Il semble que c'est l'une des attributions désormais de la nouvelle mouture du CES, la vulgarisation des lois votées. Voilà, on va pas perdre de temps sur ça parce que bon. Il y a un gros point d'interrogation là. La reddition de comptes, il faudrait que ça soit beaucoup plus fréquente. Il ne faudrait pas que ces députés-là me donnent raison. Moi qui pense que les députés vont à l'Assemblée nationale pour se garantir un salaire pendant 4 ans ou 5 ans désormais, pour lever la main quand il le faut, parce que le parti politique a dit de lever la main, parce que c'est le président de la République qui a envoyé le projet. Il ne faudrait pas que nos députés soient dans cette posture. Ce sera le dernier tour de table, oui, avec. Je pense que nous avons, je dirais, une intelligentsia qui est forte au Bénin. Et je pense que nous pouvons encore puiser dans cette intelligentsia-là. Il y a de bons profils quand même à l'Assemblée nationale. Est-ce une question de volonté? Est-ce une question de peur? Est-ce une question d'intimidation politique? On l'a plusieurs fois rappelé. Le nouveau mode de fonctionnement. Oui. Est-ce que le nouveau mode de fonctionnement, je dirais, va autant contre l'intérêt de nos autres populations? Si ce nouveau mode de fonctionnement va... Peut-être que ça va tenir juste la période transitoire. Oui, mais à partir de 2026, entre-temps, on peut revenir à une autre pratique où vous verrez tout ce que vous voulez voir, prendre la parole et se prononcer. Vous savez, lorsque l'Assemblée nationale est animée, lorsqu'il y a de la vivacité à l'Assemblée nationale, le peuple, même quand il a faim, a de l'espoir. Parce qu'il se sent écouté. Lorsque le peuple se sent délaissé, le peuple délaisse la politique. Lorsque l'agora est laissée, la chose publique devient une chose, je dirais, désuète, sans couleur, sans odeur. Et c'est dangereux même pour la partie démocratique. Je pense que nos députés, on attend beaucoup d'eux, aussi bien de la mouvance que de l'opposition. Le peuple attend beaucoup de ces députés-là. Ils ont encore quelques temps pour pouvoir attraper les choses. Maintenant, s'ils sont dépassés par le travail, dans quelques mois, le peuple ira encore aux urnes, et puis on verra bien. Oui. On verra bien. Non, moi je pense que cette législature pour les populations était que
qu'on fasse revenir le contrôle de l'action gouvernementale qui avait manqué donc lors de la 8e législature. Et aujourd'hui, les députés donc LD jouent vraiment ce rôle-là, qui est donc d'interpeller donc le gouvernement sur un certain nombre de choses. Et le peuple se retrouve à ce niveau-là. Donc on va pas le faire le procès, tout le procès qu'il ne propose pas de loi pour l'instant, mais pour ce que c'est cette transition, celle-ci donc transitoire, va peut-être faire asseoir les nouvelles dispositions pour que en 2026 on ait une autre Assemblée nationale qui va prendre tout ce que vous avez dit là en compte. Mais je sais que au-delà de leur rôle, de leur mission, les députés donc sont à l'écoute donc des populations. C'est vrai que quand on parle de profil, Gabriel l'a évoqué tout à l'heure, quand on parle de profil, oui, le casting pour cette élection, pour les élections donc de 2023, on sait comment le casting a été fait. On voulait donc tout au moins remplir la liste, on l'a fait aujourd'hui. Bon, on espère bien que pour les élections de 2026, qu'on choisirait donc des gens qui puissent faire le travail véritablement, puisque le travail de parlementaire dont on va vous parler, que souhaite Omar, il faut quelqu'un qui soit à même d'être parlementaire toute l'année, qui ne soit pas opérateur économique à un moment donné de l'année, député à un moment donné de l'année. Donc, il faut que pour les élections à venir, peut-être choisir donc quelqu'un qui a le profil véritablement pour faire le travail. Député de nom opérateur économique à plein temps, plutôt. Non, évidemment, ça veut dire qu'on va espérer que le Parlement, les parlementaires jouent convenablement leur rôle. Je pense qu'ils s'attellent avec les moyens qui sont les leurs, avec le contexte dans lequel ils se retrouvent, de faire ce pourquoi ils sont là. On ne va pas leur demander enfin, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a, comme on le dit. Donc maintenant, il faut veiller à ce qu'il y ait quand même une certaine qualité dans l'animation même de la vie politique au Parlement. Moi, je suis peiné parfois de voir l'opposition s'inscrire, l'opposition parlementaire s'entend, s'inscrire dans une dynamique de rejet systématique de tout ce qui vient de l'autre côté. Je pense que c'est une posture qui n'est pas de nature à créer une certaine synergie, une certaine collaboration entre les débats. C'est vrai, il y a des sujets sur lesquels on semble se rejoindre, mais sur l'essentiel, sur des questions de principe, par principe, on vote de façon mécanique contre tout. Vous avez vu, même le vote de la loi des finances 2023, où même un de leurs députés, l'honorable Arrossi, a été pratiquement livré à la vindicte populaire pour avoir voté une loi pour laquelle il avait donné son... Beaucoup de députés avaient donné leur accord au niveau même de la Commission des finances. Donc c'est des postures qui, moi, ne s'expliquent pas. Moi, vous pouvez être contre une loi au niveau de la Commission des finances et venir en plénière maintenant rejeter la même loi alors que vous avez eu le temps de faire les propositions qui faillent. Donc je trouve aujourd'hui que peut-être le mode de fonctionnement de l'Assemblée est à corriger. Il faut agir sur la formation même des députés, parce qu'il y en a beaucoup qui malheureusement se sont retrouvés en apprentissage avec la nouvelle mouture de la Constitution qui a fait la promotion des femmes. Il y a un Parlement de transition, vous l'avez dit, beaucoup sont en apprentissage, mais il faudrait qu'ils apprennent véritablement pour qu'on ne revienne pas pour la prochaine législature. Non, s'ils avaient l'occasion de revenir, ils ne reviennent pas avec le même cas pour qu'on dénonce les mêmes choses. C'est l'apprentissage qui se poursuit. On peut le dire comme ça. On ne peut pas attendre tout ça, vous non plus. En même temps que vous ne souhaitez pas une opposition mécanique à toutes les initiatives du gouvernement, il ne faudrait pas que ça soit aussi mécanique pour un député de l'UP ou du BL, parce que c'est le gouvernement qui a envoyé le... Évidemment, il y a des débats qui sont... La loi ne jamais de l'Assemblée telle qu'elle est. Il faut aller plus loin. Il ne faut pas juste faire un semblant de débat. Qui ont voté contre certaines lois. Vous avez vu la Constitution. Est-ce que là, maintenant, l'opposition a fait valoir sa majorité de blocage pour... Merci. Merci, cher monsieur. Eh bien, le point de vue, c'est terminé pour aujourd'hui. Il était question donc de la législature, du mandat parlementaire, face aux défis sociaux à côté des défis politiques qu'on a abordés à plusieurs reprises déjà. Ce sont les défis sociaux, le bien-être des populations dans l'ensemble, le développement du Bénin. Je vous dirai merci, grand merci à vous. À Souvi, Henri Yambonnet, merci. Merci à vous, Gabin Goubilly. Merci, Omar Salouf. Et merci, je dirais, l'intrépide Ahmed Picardi. Merci Christian.
La rubrique en toute franchise et nous allons directement à l'Assemblée nationale avec notre invité sur ce plateau du Grand Rendez-vous. Et en toute franchise, nous recevons un élu parlementaire, Kolaole Djima Ogbon, député élu de l'opposition, du parti de l'opposition, les démocrates. Honorable, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue. Allez, comment vous portez-vous, comment vivez-vous votre expérience parlementaire depuis 2023? L'expérience parlementaire depuis 2023, pour moi, se vit avec enthousiasme, avec envie de servir le peuple, mais avec à la fois beaucoup de difficultés, beaucoup de gêne dans une assemblée comme celle qu'on a aujourd'hui au Bénin. Vous parlez d'enthousiasme, vous parlez de difficultés. Oui, l'enthousiasme, c'est quoi d'abord? L'enthousiasme, oui. Vous savez, on est élu pour représenter le peuple, pour défendre le peuple. Et donc, on se met dans cette posture-là, et c'est ce qu'on s'est battu à faire. Mais malheureusement, on est confronté à une majorité ici. Je rappelle que le Parti des démocrates à l'Assemblée est une minorité. Vous avez et en même temps, un parti d'opposition. Comment? 28 députés. Nous avons 28 députés, en effet, oui. Nous sommes face à une majorité. Nous disons que nous sommes dans une démocratie, mais il se trouve qu'au Parlement ici, au Bénin, la majorité ne connaît que la loi de la majorité. Alors que la démocratie, c'est bien sûr la loi de la majorité, mais c'est aussi et surtout le respect des droits de la minorité. Mais les droits de la minorité ne sont pas respectés malheureusement à l'Assemblée. Pourquoi vous le dites que les droits de la minorité ne sont pas respectés? Quels sont les exemples qui soutiennent un peu votre développement? Les exemples sont légion. Hein. On peut en compter beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a plusieurs exemples. Vous voyez, par exemple, le règlement intérieur de l'Assemblée dit que pour les questions de désignation, alors les questions de désignation doivent respecter la configuration politique de l'Assemblée nationale. Mais dites-moi à quel moment ça a été respecté? Lorsqu'il s'est agi d'envoyer les gens à la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale devait désigner 4 membres pour la Cour constitutionnelle. À quel moment ils ont désigné les 4 membres? Je vous rappelle, vous devez le savoir, que les 4 membres, il n'y a pas un seul, des 4 membres, il n'y a pas un seul démocrate. Ça ne respecte pas la démocratie, ça ne respecte pas le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Malheureusement, on a fait un recours à la Cour constitutionnelle qui nous a déboutés, tout simplement. Alors, il n'y a pas que ça. Hein? Oui, mais la HAC a été reconstituée tout récemment. L'Assemblée nationale devait désigner 3 personnes pour aller à la HAC. Tous les 3, nous sommes sortis de l'Assemblée ce jour-là. Oui, c'est pas possible. Est-ce que dans une démocratie, ça ne se fait pas? Est-ce que vous pensez que c'est toujours bien, toutes les fois que vous allez à une plénière, lorsque vous n'êtes pas d'accord ou que vous vous sentez un peu marginalisé, que vous pratiquez la politique de la chaise vide, que vous videz les lieux? À quel moment on a fait ça? La dernière fois. Mais justement, on en avait jusqu'à la gorge. La première fois, c'était lors de la désignation des membres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour aller à la Cour constitutionnelle. On n'a pas fait la chaise vide. On n'a pas fait la politique de chaise vide. Mais quand c'est arrivé une deuxième fois, on a dit, mais trop, c'est trop. Et c'est peut-être ça qui les a inspirés. Cette fois-ci, on a désigné les gens pour aller au Conseil économique et social. Mais comme de bons samaritains, comme de gens qui sont revenus sur terre, qui sont revenus dans la démocratie, ils ont fait une proposition dans la clé de répartition demande que un démocrate, un membre de l'UPR et puis un membre de BES. On ne demandait que ça. Alors devrait-on dire que c'est le fait d'avoir quitté le Parlement à un moment donné qui a permis à la majorité de vous faire une place? Moi je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret. Moi je ne suis pas dans le secret. C'est leur affaire. S'ils ont compris, en fait, ce n'est pas une faveur. Ça nous revenait de droit. Ça nous revenait de droit.
Donc, on ne devait même pas négocier ça. Il y a certains qui estiment que quand on est dans l'opposition, les acteurs politiques de l'opposition sont bien souvent des pleurnichards. C'est-à-dire que tout de suite, bon, on se victimise et on commence pas à crier à reçu le godet qu'on nous a négligés, on nous a marginalisés. Est-ce que c'est dans cette posture que vous vous retrouvez? Mais non, pas du tout. Mais à César, ce qui est à César, et au fétiche, ce qui lui revient. Il n'y a pas de raison qu'on ne donne pas à quelqu'un ce qui lui revient. Mais vous ne donnez pas à quelqu'un ce qui lui revient. Et vous le taxez de pleurnichard. Ça n'a pas de sens. Donnez-lui ce qui lui revient et puis on ne fait plus le débat. Est-ce que vous avez vu parler pour ce qui concerne la désignation des gens qui sont allés au Conseil économique et social? Puisque ça respecte la démocratie, ça respecte le règlement. Mais on a un règlement intérieur à l'Assemblée. Respectons le règlement intérieur de l'Assemblée. On ne demande que ça. Alors, l'action parlementaire, quel est votre bilan personnel depuis... C'est mitigé. Oui. C'est mitigé parce qu'une fois encore, vous savez, les choses sont tracées, les choses, le monde existe déjà, le Bénin existe déjà. On n'a qu'à simplement respecter les règles que nous nous sommes données volontairement. Alors, nous sommes dans une crise aujourd'hui au Bénin. Et je constate qu'il commence à remarquer même que nous sommes dans une crise. Puisque j'ai vu sur je crois un journal ou les réseaux sociaux, quelqu'un qui a dit que le président Talon est désormais confronté à deux oppositions. L'opposition traditionnelle, par exemple les démocrates, et l'opposition aussi de cette classe politique. De sa majorité. Il y en a, voilà, de sa majorité. Donc, il est temps qu'il revienne sur terre. Lui, y compris ses compagnons. Il n'était pas en l'air. Il était probablement en l'air. Il est probablement en l'air. Dites-moi, qu'est-ce qui va aujourd'hui au Bénin? Et je vous dirai que ça ne va pas. Si vous me dites ce qui va au Bénin, je vous dirai que non, vous vous trompez. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui va alors? Dites-nous ce qui ne va pas. Écoutez, et tout le monde nous dit ce qui va. Tout le monde, on nous chante les routes. Et après, ça fait partie des activités légales du gouvernement. On peut pas faire les routes et puis nous n'avons les heures avec ça. Pendant que les gens meurent de faim, pendant que les gens sont en prison, vous faites l'erreur pour qui? Pour les animaux ou pour les hommes? Pendant que les gens sont en exil, vous êtes parlementaire, vous êtes à l'écoute de vos compatriotes, vous êtes à l'écoute de vos mandants, ceux qui ont milité à ce que vous soyez au Parlement. Alors, lorsque vous allez à leur contact, qu'est-ce que vous leur dites? Quand on va à leur contact, dans un premier temps, moi, je me suis fait le devoir, dans la 10e circonscription électorale, de rendre compte régulièrement. Si vous écoutez les radios locales chez nous, vous allez comprendre ce que je dis là. De rendre compte régulièrement. Et puis, je constate que les gens sont d'accord que nous faisons le travail. Vous savez, le président Talon, il n'est pas dupe. Comme nous aussi, d'ailleurs, nous ne sommes pas dupes. Il sait que s'il ouvre les élections, il va tomber tout de suite. Et c'est pourquoi il fait du forcing jusque-là. Ça ne va pas. Vous allez... Demandez aux producteurs s'ils vont bien, ils vous diront qu'ils ne vont pas bien. Vous avez vu ce qui se passe là, je viens de lire sur les réseaux sociaux au ministère de la Justice. C'est la preuve que ça ne va pas. Demandez même aux émigrants, ils vous diront. Vous avez vu comment on a cassé la tête aux gens pour le port de casque? C'est bien de dire aux gens de porter de casque. Mais si vous voulez leur éviter de casser la tête, mais qu'est-ce que les policiers font à leur tour? C'est ça qui n'est pas bien. Ça ne va pas. Alors, vous êtes une formation politique, le parti politique Les Démocrates, vous avez 28 députés au Parlement, mais pratiquement, il semble qu'il y a un fait, vous ne vous prononcez pas, vous ne parlez pas. À l'Assemblée nationale, vous dites oui, c'est la majorité, mais vous avez de la difficulté à vous exprimer pour montrer un peu votre position. Il y a beaucoup de sujets d'actualité sur lesquels vous devez vous prononcer, mais on semble ne pas vous voir sur le terrain. Vous êtes cessé sur le terrain? Oui. Nous sommes la formation politique la plus présente sur le terrain. C'est Boni Yahi qui est présent sur le terrain. Mais Boni Yahi ne va pas seul. Écoutez, Boni Yahi ne va pas seul. Boni Yahi, c'est le président du parti. Il a des soldats que sont donc les cadres du parti et les députés. Vous ne le voyez pas partout. Dites-moi, c'est comme ça que vous voyez les gens de IPR et de BR. Nous sommes le parti du peuple. C'est d'ailleurs pourquoi nous le revendiquons. Nous sommes le parti le plus proche du peuple. Et nous sommes présents partout. Je défie un parti ici au Bénin
qui me disent le contraire. Quand vous montrez votre dernière sortie politique, vous par exemple? Moi? Oui. Ben, j'étais à Savé il y a comme... Vous savez, les prisonniers ont été libérés à Savé. J'ai même fait une déclaration à Savé à cette occasion. C'était le mardi dernier, exactement. Mardi nuit à mercredi matin. Si vous suivez une fois encore la radio locale, ça c'est FM Idabou, mais vous allez vous en rendre compte. Moi, je ne peux pas faire 2 semaines. C'est le maximum, ça. Et ne pas aller voir. D'ailleurs, on me repense ça. Ça m'étonne que vous pensiez peut-être qu'on n'est pas présent. Les gens nous reprochent d'être trop sur le terrain. Les gens vont jusqu'à dire que vous vous préoccupez trop de Patrice Talon. On n'a pas de choix. Mais le problème, c'est que j'allais vous faire. C'est la question que j'allais vous faire. Est-ce que vous n'êtes pas beaucoup plus focalisé sur Patrice Talon plutôt que de répondre aux préoccupations de ceux-là qui vous ont envoyé... mais qui crée le problème? C'est ceux qui nous ont amenés au Parlement qui créent les problèmes? Ou c'est le président qui crée les problèmes? Ça est le problème en fait. On n'a pas de choix, il faut aller à la racine. Mais vous voulez qu'on dise quoi aux populations? De serrer les ceintures comme on nous a dit tout le temps là? Après, on nous a dit que c'est pour dire de ne pas voler. On a dit ça et les ceintures. On a dit ça à mes joutes. Et on a fini par dire que c'est pour dire aux gens de ne pas voler. Alors, qui encourage le vol? Les députés arrivent-ils à satisfaire les demandes des populations? Surtout quand vous faites un tour dans votre circonscription électorale, quand ils vous présentent leurs préoccupations, quelles sont les réponses que vous leur apportez? Mais vous savez, les préoccupations sont de plusieurs ordres. On ne peut pas tout dire. Les fonctions dont on parle souvent pour ce qui concerne les députés, c'est donc légiférer, c'est-à-dire les lois, voter les lois et tout ça, et aussi contrôler l'action du gouvernement. Mais il y a une fonction, c'est pour moi même la plus importante, mais dont on parle très peu. C'est laquelle? C'est la représentation même, la représentativité même. Ben, ça, c'est ça qui pèse le plus sur le député. Et ça, malheureusement, on ne peut pas dire ça sur un plateau de télé. Vous comprenez? Même dans les livres, on dit lorsque la main gauche donne, la main droite ne doit pas le savoir. Mais chacun... C'est-à-dire donc vous êtes sauvagement sollicité? Écoutez, si vous êtes vraiment au sein du peuple, vous comprenez? Vous connaissez le temps qui court au Bénin? Les gens mangent difficilement. Hein? Les gens meurent de faim au Bénin. C'est pourquoi ce qui est prioritaire au Bénin, nous ne sommes pas contre les routes et consorts. Encore qu'on ne connaît pas le coût de ces routes-là. On a demandé, on n'a jamais eu la suite. On ne connaît pas le salaire des ministres. On a demandé, la Cour constitutionnelle a fait presque une sommation au président de la République, au ministre des Finances. Demandez-moi s'ils ont répondu. Ils n'ont jamais répondu. Donc, il y a cette opacité-là que nous reprochons aussi à ce système. Ils n'ont qu'à nous dire, s'ils sont en train de travailler pour le peuple, ils n'ont qu'à dire clairement le travail qu'ils sont en train de faire et nous dire ce que ça coûte. Parce que c'est le peuple qui paye. Même si c'est à crédit, nous sommes appelés à rembourser ça. Alors, quel bilan politique faites-vous des réformes? Des réformes sur le plan politique, sur le plan social? Ça, c'est le chaos. Pour moi, hein, ça m'engage que moi. Les réformes politiques, par exemple. Quelles réformes politiques? C'est ça qui vous a permis d'être au Parlement. Mais bien sûr. Oui. Non, mais en quoi les réformes politiques nous ont permis d'être au Parlement? Dites-moi. En quoi les réformes politiques nous ont permis d'être au Parlement? Je ne vois pas. Mais ce que je veux dire, c'est que les réformes, et ça, le président doit tirer les conséquences de ces réformes-là. C'est un échec tout simplement. Lorsque vous prenez le système partisan, nous sommes en train de retourner à la case de départ. On dit qu'il y a trop de partis politiques, mais on ne dit pas toute la vérité. Il y a trop de partis politiques. Mais combien opèrent véritablement? Combien sont représentés? Aujourd'hui, on a une quinzaine, je crois, de partis politiques, mais il y a à peine 3 qui sont au Parlement. Donc c'est peut-être toujours comme ça aussi. On ne peut pas aujourd'hui surfer sur le nombre de partis politiques qui existent et dire qu'on en a trop, comparativement aux partis politiques qui sont représentés. Donc c'était le cas aussi. Et puis, pourquoi on veut tuer les gens? Pourquoi on veut tuer les partis politiques? Laissez chacun mourir de sa mort. Les partis politiques meurent d'eux-mêmes. Mais il y a une loi qui dit que lorsque vous n'allez pas aux élections successivement pendant 3 fois, ou bien vous échouez aux élections successivement pendant 3 fois, vous disparaissez. Pourquoi on ne laisse pas cette loi-là se manifester tout simplement? Et on empêche littéralement les partis politiques d'exister. Alors, ils ont compris que ça ne peut pas prospérer.
Les alliances, ils disent qu'ils ne veulent plus d'alliance. C'est quoi la différence entre alliance et accord de gouvernance? Dites-moi, profondément. Moi, je suis parlementaire. Vous n'avez pas compris? Mais c'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence le toi. C'est un jeu de mots, tout simplement. Un accord, dites-moi, un accord, on peut définir un accord de gouvernance comme une alliance, tout simplement. C'est des jeux de mots. On dit que les réformes sur le travail, ça nous a conduit où? À la fermeture massive des sociétés d'État, des offices nationaux, des privés, par-ci par-là, avec des taxes qui plombent les gens. Alors, voulez-vous dire que le Bénin n'a véritablement pas évolué depuis quelques années, malgré ces réformes que beaucoup ont quand même jugé pertinentes, puisque la majorité à l'Assemblée nationale, plusieurs législatures a accompagné les initiatives venant du gouvernement. Mais ça, c'est le problème, cette majorité-là. Nous, ce n'est pas le problème. Je vais vous dire, le 21, si ma mémoire est bonne, le 21 décembre 2023, le président Patrice Talon est passé à l'Assemblée pour dire que tout va bien au Bénin, nous sommes premiers ici, premiers secours là-bas, ainsi de suite. Et le lendemain, les présidents des institutions du Bénin se sont réunis pour dire qu'il faut faire une réforme totale du système. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Dites-moi, il y a un opposant parmi les présidents des institutions là. C'est les mêmes là qui sont du régime. Le président lui leur dit que tout va bien. Et le lendemain, ils n'ont même pas attendu une semaine. Ils n'ont pas attendu un mois. Le lendemain, les présidents des institutions se réunissent pour dire que rien ne va. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Vous pouvez retourner dans les archives, vous allez voir ça. Alors, je suis tenté de vous renvoyer à ça et vous demander si ça va ou si ça ne va pas. Qui ment? C'est le président de la République qui ment ou c'est le président des institutions qui mentent? Alors, on évolue dans nos échanges. Vous êtes un acteur politique, vous êtes un militant. Votre analyse aujourd'hui de la nouvelle façon, puisque vous êtes revenu un peu sur les lois électorales, les lois politiques, vous pensez que ça ne fonctionne pas, mais dans votre parti politique, est-ce que ce n'est pas les dispositions de ces différentes lois-là que vous respectez? Le fonctionnement de votre formation politique, les démocrates. Mais vous savez, on n'a pas parfois de choix lorsque vous voulez être légaliste. Nous sommes un parti qu'on a appelé le parti des démocrates. Nous sommes les démocrates. On ne peut pas aller au travers des lois en vigueur dans un pays. Mais nous dénonçons tout de même ces lois-là, qui sont pour la plupart du temps des lois vraiment apolémiques. C'est pas moi qui le dis, c'est tous les Béninois qui le disent. Vous voyez, il va falloir que le président lui-même et tous ces éléments-là autour qui gravitent et qui l'encouragent à continuer, il va falloir qu'il se ravise et qu'il concède avec nous que ça ne va pas. Mais la charte des partis politiques. Vous savez, désormais, il y a ce qu'on appelle le financement des partis politiques. Le financement public, oui. Mais, parti. Dont votre parti politique bénéficie. Mais bien sûr. Oui. Mais en tant que parti politique. Vous ne l'avez pas rejeté. Hein? Mais pourquoi pas rejeter ça? D'accord. Ça nous revient de droit. Ce n'est pas nous qui avons demandé ça. C'est eux-mêmes qui ont voté ça. Quand ça vous arrange, vous prenez. Mais c'est pas que ça. Mais vous-même, quand ça vous arrange, vous prenez. Quand ça ne vous arrange pas, vous ne prenez pas. C'est une question de respect des lois. Vous comprenez? Maintenant, lorsque vous estimez que les lois là ne sont pas bonnes, mais vous dénoncez ça. Le président Kérékou a dit dans ce pays que lui-même en tant que président, il parle même aux forces armées, il dit que s'il lui donne, même en tant que général, que s'il lui donne des ordres, mais qui sont de nature à mettre le pays en danger, il a dit de ne pas respecter ça. Et c'est ça la démocratie. Parce qu'on ne gouverne pas pour tuer, pour mourir. On gouverne pour aller de l'avant, pas pour regresser. Donc, si moi je dois faire, vous avez demandé tantôt le bilan des actions politiques, c'est ça ce que vous avez dit? Au niveau de votre formation politique. Au niveau de notre formation politique? Non, mais il n'y a pas de problème. Vous avez vu tout récemment, on a été hissé au rang des grands partis politiques du monde. L'Alliance progressiste. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont étudié notre parti. Mais pourquoi il y en a qui confondent d'ailleurs cette alliance-là avec le parti UPR du Bénin? Pas du tout. Il n'en est pas question. C'est deux formations différentes. Mais pourquoi UPR, Union progressiste, le renouveau, n'est pas membre de cette alliance-là?
pour être membre de cette alliance-là, il faut être un parti, ce n'est pas parce qu'on est le parti, les démocrates, il faut être un parti qui défend le peuple, qui défend les droits humains, la bonne gouvernance, la démocratie. Mais, je leur demande s'ils défendent la démocratie. Si oui, ils n'ont qu'à demander leur entrée et puis on va voir la suite. D'accord. Alors comment se passe la collaboration entre vous et, je veux parler des députés LD et les BR et les UPR à l'Assemblée nationale, au-delà des questions qui vous divisent? Non, vous savez, très sincèrement, hein, et ça, on peut se féliciter pour ça. Nous sommes des humains, nous sommes des Béninois, nous sommes des frères. Donc au-delà de nos couloirs, de nos chapelles politiques, mais quand on est en dehors du Parlement, c'est-à-dire quand on est dans la cour du Parlement, ou bien quand on est complètement en ville, mais nous sommes comme de très bons amis. Parce que ça, et même dans il faut faire la démarcation. Mais bien sûr. Oui. Mais bien sûr, vous savez, ce n'est pas la politique, ce n'est pas une guerre de personnes. Ce n'est pas un débat, j'allais dire, ce n'est pas un débat de personnes. C'est un débat d'idées. C'est une idéologie. Donc, quand il s'agit de ça, c'est-à-dire de la politique, de l'idéologie, chacun est dans son couloir. Mais quand on quitte cet ensemble-là, et qu'on rentre dans autre chose, quand par exemple il y a une cérémonie, mais tout le monde se met ensemble. Quand il s'agit des affaires culturelles, tout le monde se met ensemble. En quoi se résume alors le quotidien? On va revenir au parti politique les démocrates, le quotidien de votre formation politique. C'est-à-dire comment occupez-vous vos journées, vos semaines? Donc vous savez, nos journées, nous on est très occupés, très préoccupés au parti les démocrates. Nous avons beaucoup par exemple de questions, des interpellations. Malheureusement, très peu ont été appelés au niveau de ces questions-là. Donc on prend beaucoup plus le temps à s'occuper de ce qui va, évidemment, et ce qui ne va pas dans le pays, et on essaie d'interpeller donc le gouvernement sur ces choses-là. À côté de ça, je vous ai parlé tantôt de la fonction de représentation, mais ça nous occupe beaucoup. Ça nous occupe beaucoup. Vous savez, là, je quitte votre antenne, je vais à ça parce que nous avons perdu un coordonnateur malheureusement, et puis on a déploré, recevez nos condoléances. On est éploré en ce moment le coordonnateur de Glazoué. Donc demain, on sera là aux côtés de sa famille. Pour ces cérémonies. Allez, parlons maintenant, voyons un peu plus loin. Les élections générales. Silence, incapacité ou stratégie de l'ombre au niveau des démocrates? Oh, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire, silence et incapacité. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit plutôt. Ce n'est pas une incapacité, pas du tout alors, au Parti des démocrates, parce que nous avons des cadres hein, qui jouent bien le rôle. Mais je vais dire plutôt qu'au Parti des démocrates, on est très peiné. Et tout Béninois aujourd'hui devait être peiné. Parce que c'est ce que vous disiez tantôt. Vous savez, cette majorité à l'Assemblée nationale, là, nous crée trop de problèmes. Et crée des problèmes, en fait, à tout le Bénin. Ce n'est pas seulement au Parti des démocrates. À tout le Bénin, et même au monde entier. Regardez, depuis que nous avons voté le code, qui est là, comme nous avons dénoncé. Mais personne n'a la paix. Vous avez vu la société civile? J'ai participé à une dizaine de rencontres que les sociétés civiles ont initiées sur le code. Mais ce n'est pas les sociétés civiles qui ont voté le code. Ça, c'est les mouvanciers qui ont voté ce code-là. Oui, dans les coulisses, dans les couloirs du Parlement, est-ce que vous en parlez entre vous, députés, toutes tendances confondues? Oui, mais on en parle, vous savez. Et qu'est-ce qu'ils vous répondent? Ceux qui ont la majorité. C'est-à-dire de vous à moi. Quand vous parlez de vous à moi. Non, mais de vous à moi. Nous sommes sur un plateau de télé. Non, je parle de vous, députés. Quand vous vous retrouvez dans les couloirs de l'Assemblée nationale, est-ce que vous en discutez? Mais il arrive bien sûr qu'on en parle. Mais je suis permis de vous dire qu'ils reconnaissent parfois que ça pose un problème. Mais quand on demande à un collègue que je ne veux pas nommer ici, votre code là. Ce n'est plus votre code. Comment? Vous êtes député, vous êtes élu, donc le code, c'est le code de tout le monde. Non, je n'ai pas. En fait,
c'est le code de tout le monde. Oui. Mais moi, je n'ai pas voté ce code-là. Mais ça vous engage aussi. Je suis d'accord. Vous êtes parlementaire. Oui. Écoutez, je préfère dire le code. D'accord. Bien que ça s'impose à tous, je préfère dire ça comme ça. Parce que je ne suis pas pour ce code-là. Je suis contre ce code-là. Alors, parce que simplement, ce code-là est suicidaire. Ce code-là nous conduit droit au mur. Lorsque vous vous adressez... Mais quand on demande ce code-là, est-ce que vous savez qu'il peut arriver, et il va certainement y arriver, que personne n'ait 20% dans chaque circonscription électorale? Qu'est-ce qu'on fait? On se regarde lorsque vous me posez cette question-là. Il y en a qui disent, on verra. On va voir quoi? Une loi interprétative peut-être? On en a vu. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi on ne peut pas régler la question maintenant? Pourquoi on laisse le suspect? Pourquoi on laisse la situation se produire et réfléchir maintenant? C'est quoi une loi interprétative? On n'est pas d'accord tout simplement. Mais ça ne se faisait pas comme ça. Pourquoi on ne peut pas doter de notre pays un code électoral juste? Alors c'est pour ça qu'on ne vous sent pas sur le terrain politique véritablement vous préoccuper des élections générales à venir? Mais je vous ai déjà dit, nous on est trop présents sur le terrain. Je vous ai répondu à ça tout à l'heure. De votre côté, pour l'élection présidentielle par exemple, pour le dépôt des dossiers de candidature se fera en octobre 2025, pratiquement dans un an. Oui. Vous avez déjà une idée de comment ça va se passer au sein de votre formation politique, le choix du candidat qui va représenter les démocrates? Est-ce que ça se trame déjà? Oh, c'est trop tôt. On peut pas. Chez vous aussi c'est tôt. Non mais c'est trop tôt. Vous avez vu ce qui se passe de l'autre côté? Les gens ce sont eux qui vont décider de vous, votre calendrier. C'est parce que vous attendez de voir le joker avant de sortir de votre. Mais pas du tout. Chacun avec sa formation politique. Chacun avec son candidat. Le candidat de la mouvance n'est pas notre candidat à nous. Et ça ne nous préoccupe pas. Pas du tout. Vous avez vu le temps que nous avons mis pour parler de l'affaire du coup d'État là? Parce que les démocrates, comme tout le peuple béninois, nous sommes entre le doute et... On a vu votre communiqué, on ne va pas revenir sur le contenu. On parle des élections à venir. Les élections, je vous ai répondu. C'est trop tôt, on peut parler de candidats en ce moment. Et il y a déjà des ambitions. Il y a déjà des ambitions. Est-ce que vous voyez certaines têtes sortir de l'eau? Nous avons des cadres, nous avons des présidentielles au sein du parti. Donc le moment venu, les intéressés vont lever leurs doigts et puis ensemble on verra. Et si le choix a été porté sur vous? Oh, écoutez, on ne va pas faire ce débat-là maintenant. Comme je vous ai dit, ce n'est pas encore le moment. Je suis tout militant peut être candidat. Au sein du Parti des démocrates, il n'y a pas de privilège de par le poste que vous occupez pour être candidat. Ça vous dépasse? La présidence? Prendre la présidence, être candidat? Ça vous dépasse? C'est un poids que vous ne pensez pas porter en tant que militant, en tant qu'élu? Écoutez, je vous ai dit que je ne peux pas... En toute franchise. En toute franchise, je suis entièrement d'accord. Vous savez, un parti c'est une discipline. Un parti c'est une discipline. Même si j'ai le bagage nécessaire, on verra le moment venu. Le parti va dire qui sera le candidat. Alors, on voit Bouyou toujours dans l'action politique. Quels sont les conseils qu'il vous donne? Ah, heureusement que ce monsieur-là est là, il nous donne beaucoup de conseils. Et si le parti tient encore, très franchement, c'est grâce à lui. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il nous dit beaucoup de choses. Vous savez, il y a une phrase qu'il a prononcée une ou deux fois qui m'a vraiment retenu. Il a dit, quand on parle de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, il dit, comment les gens peuvent être méchants jusqu'à ce degré? Il vous dit, de toute façon, détester le mal, mais aimer le malfaiteur. Vous savez, il faut dire à Boni pour dire des choses comme ça. Donc l'homme reste vraiment égal à lui-même. Vous savez, c'est lui qui pardonne, même si d'autres estiment que... Et son quotidien, comment il le partage? Puisqu'on le voit beaucoup plus actif avec sa guitare, il chante beaucoup, il va à l'église, il fait des prêches. Quel temps a-t-il pour échanger avec vous? Oh, il a beaucoup de temps pour... Mais vous savez, chez le président Boni, c'est tout le temps. C'est un monsieur qui a dirigé le Bénin pendant 10 ans. Donc il a beaucoup d'expérience à partager avec vous.
Donc on se voit très régulièrement. Alors, très régulièrement. vous écoutez ces chansons? Au siège, comment? Vous écoutez ces chansons? Mais bien sûr. Qu'est-ce que ça vous fait? Mais ça fait, vous savez, lorsque vous avez atteint ce niveau-là, je crois que le président Yaya a compris beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il a l'habitude de parler de Dieu. Il en parle même trop pour certains. Certains estiment qu'il en parle trop. Quand on a atteint ce niveau-là, et quand on a traversé tout ce qu'il a traversé, vous réalisez qu'il n'y a vraiment que Dieu qui existe. Et donc, il est tout dans cette louange-là. Quand il peut, il n'hésite pas. D'accord. Et ça fait plaisir de savoir que vous êtes... c'est le fait de ne pas avoir cet amour-là, de ne pas avoir la crainte de Dieu, mais certainement qui pousse certains à faire tout ce que vous voyez là. Voilà. Et quand on vous entend parler de Bouli Yayi, c'est que tellement vous l'adoubez. S'il n'était pas président du parti ou membre du parti Les Démocrates, que deviendra ce parti, cette formation politique? Écoutez, le parti en vérité, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une discipline, c'est un groupe de gens. C'est vrai qu'il occupe aujourd'hui une grande place, mais je préfère ne pas faire ce débat-là. Donc vous ne voulez pas quitter le parti? Un peu comme il l'a fait avec les Forces Cori pour un Bénin émergent. Mais dites-moi, quand il a quitté Forces Cori, qu'est-ce que c'est devenu? Ils ont des élus, ils ont des maires. Et qu'est-ce que ces élus font aujourd'hui? Vous les entendez véritablement sur le terrain? À quel moment vous avez vu les Forces Cori? Et donc c'est l'arbre sur lequel tout le monde s'accroche au niveau de les démocrates. Vous voulez que je vous dise? Oui, dites. Quand le président Talon sera plus au pouvoir, nous allons revenir sur le débat. Vous allez me dire ce que UP et BR vont devenir. La session budgétaire va s'ouvrir dans quelques jours. À quoi devons-nous nous attendre? Vous ferez le débat? Bien entendu, on va faire le débat. Vous allez voter? On n'a pas de choix. Vous voterez le budget? À condition. Que la République soit respectée, que le peuple occupe une place de choix dans le budget. Si c'est le cas, nous sommes le parti du peuple. Donc chaque fois que le peuple est bien traité, il n'y a pas de problème. Mais si c'est ce qu'on a eu droit l'année passée là, bon, j'attends voir les autres collègues pour qu'ensemble on prenne une décision. Merci beaucoup, honorable Kolaoli Djima-Ogbon. Merci bien. Je rappelle que vous êtes député, membre du parti politique Les Démocrates, un parti de l'opposition, et que vous êtes un élu de la 10e circonscription électorale. Ce fut un plaisir de vous avoir en toute franchise sur le grand rendez-vous. Eh bien, c'est cette rubrique qui va un terme à notre rendez-vous du jour. Merci à chacun et à tous. Agréable soirée. Au revoir. Merci beaucoup.